Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ferons le point sur les deux grèves entamées la semaine dernière à la Sogea SMAE et à Carla Transport. D'un côté, on demande plus de respect de la part de la direction, de l'autre, plus de sécurité, plus de précision. Dans un instant. Quels sont les défis et perspectives au niveau du secteur médico-social? C'est pour réfléchir à tout cela qu'un séminaire a été organisé sur 2 jours à l'hémicycle Younoussa Bamana. On vous dévoile les premières conclusions tout à l'heure. Et enfin, place au fond marin pour terminer avec la préparation de la 25e édition du Festival de l'image sous-marine. Un événement signé Jack Pass et qui a toujours autant de succès, tant on ne se lasse pas de la beauté de nos océans. Débuté la semaine dernière, où en est-on des grèves à la Sogea et à la SMAE ainsi qu'à Carla Transport? C'est ce que nous avons tenté de savoir ce mardi. Le point tout de suite sur ces deux mouvements avec Laini Seydachim et Daniel Abdou. C'est le statu quo. Aucune avancée pour les salariés de la société mahoraise des eaux qui ont eu leur 6e réunion de négociation lundi. La principale revendication de 250 € de hausse de salaire est retoquée par la direction. Cette dernière propose 25 € d'augmentation sur 4 ans, une réponse inadmissible pour la base. La menace de durcir le mouvement reste une option. Quant aux salariés de chez Carla Baltus Mayotte, les représentants des grévistes ont été reçus ce matin par la DIECT pour un rappel des dispositions juridiques qui encadrent un mouvement de grève. Les salariés souhaitent entrer en négociation avec leur patronne qui est aussi à la tête du MEDEF Mayotte, mais ils disent être confrontés à un mépris total de la part du transporteur qui préférerait boycotter leur mouvement. Nous déplorons l'attitude et le comportement de notre direction parce qu'elle embauche des gens de l'extérieur pour justement conduire ces bus, assurer ces services. Et nous, on est en grève. Donc, ce qui est interdit, donc nous, on est là, nous le revendiquons. Nous, on ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'on ait une satisfaction de nos revendications. À la SMAE comme chez la société Carla Baltus Mayotte, les banderoles et sit-in autour d'un volet risquent encore de durer un moment. Le médico-social, l'objet d'un séminaire, je vous le disais, sur 2 jours hier et aujourd'hui au conseil départemental. Objectif des acteurs du secteur, échanger sur leurs expériences dans le domaine. René Lataste, Géraldine. 2 jours de séminaire, des dizaines de professionnels du secteur, une quinzaine de contributions, de la place des usagers aux collaborations avec l'éducation nationale, de l'insertion professionnelle aux fonds européens. Un objectif, échanger et coordonner. Ce séminaire est né il y a à peu près 1 an en termes de projet. Et effectivement, il a commencé à émerger avec l'expression des difficultés qu'avaient les acteurs, les uns, les autres, chacun de leur côté, à avancer et à mettre en place une coordination et une gouvernance intégrée pour le médico-social. Au terme de ces 2 journées, cet après-midi, une photographie assez nette et précise des enjeux dans une société mahoraise en pleine évolution. On a pu mesurer l'ampleur de la tâche à accomplir, mais aussi le chemin parcouru. Un enjeu majeur a émergé, il s'agit de l'enjeu de la gouvernance. Cet enjeu de la gouvernance est essentiellement humain, parce que pour une fois, la réflexion est axée beaucoup plus sur l'humain que sur le matériel humain. Donc, 2 jours de réflexion ont fait aboutir qu'il faudrait qu'à Mayotte, le devant du médico-social, fait un développement médico-social de proximité, qui tient compte des besoins des populations de Mayotte. Il s'agit d'un médico-social de démocratie, où le Mahorais n'échappe pas à son développement, soit lui-même acteur. Prochaine étape dans quelques semaines, la restitution des interventions, leur synthèse et la mise en œuvre concrète de certaines des propositions. Aujourd'hui, 19 mars, c'est une journée placée sous le signe du souvenir. Souvenir pour les victimes de la guerre d'Algérie qui a pris fin il y a maintenant 57 ans. À Mayotte, élus, autorités civiles et militaires ont assisté ce matin à une cérémonie Place de France à Dzaoudzi pour leur rendre hommage. Un hommage en présence d'Hachim Seydachim et Ibrahim Dogo.
La France se recueille, Mayotte s'associe. Cette date du 19 mars rend hommage aux nombreuses victimes militaires et civiles de la guerre d'Algérie. Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, forces de l'ordre, de métropole ou d'Afrique du Nord. Ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilées. 25 000 sont morts pour la France. 70 000 ont été blessés. Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. La signature du 19 mars 1962 marquait la fin des combats en Algérie après 10 années de conflit, d'indépendance. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. La violence se transforme et frappe encore. Les drames se nouent, des représailles éclatent. La déchirure se concrétise par des familles entières, pour des familles entières sinon. Elles quittent leur terre natale, une terre aimée, pour refaire leur vie dans un pays que, pour la plupart, elles ne connaissaient pas. Cette journée reconnue par la loi est devenue celle du souvenir à la mémoire de milliers de morts et de blessés en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Aujourd'hui, le discours perpétue ce passé douloureux pour ne pas oublier. Chez nos voisins africains, au Mozambique et au Zimbabwe, les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes du cyclone Idai. À mesure que les heures passent, le bilan s'alourdit. On parle désormais d'au moins 200 morts. De son côté, la Croix-Rouge, à travers sa plateforme d'intervention régionale, la Piroie, se prépare à envoyer du matériel humanitaire. Michel Bertil, Philippe Poiron. Les bénévoles de la Croix-Rouge entassent dans un container des centaines de bâches. Des abris d'urgence à destination de la ville côtière de Beira. Au Mozambique, elle a été détruite à 90%. Tous les stocks de la Piroie, ceux de la Réunion et ceux de Mayotte sont en alerte. 500 tonnes de matériel mobilisable en cas de besoin. Les premiers envois commencent la semaine prochaine. La priorité pour l'instant, c'est de proposer aux personnes affectées un abri d'urgence, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et puis des services de santé. Donc là, c'est un premier envoi de kits de reconstruction de l'habitat, donc des outils et des bâches en plastique qui vont être distribués par la Croix-Rouge du Mozambique. On envoie un premier lot de 3000 kits qui partent et qui seront livrés dès la semaine prochaine. Ces 60 tonnes de stock conditionnés dans 5 containers doivent rapidement partir. Ils seront réceptionnés sur place par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. 200 personnes spécialisées dans les situations de catastrophe qui organiseront la logistique et distribueront cette aide humanitaire. Nous travaillons avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui a déployé des équipes qui ont fait des survols de zones à partir de dimanche en hélicoptère. La région est impraticable, les ponts, les routes sont coupées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les évaluations de terrain sont extrêmement compliquées et les informations qui nous remontent au compte-gouttes. 1 600 000 personnes auraient été touchées par Idai au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. La Croix-Rouge attend un retour des évaluations pour envoyer également des unités de traitement d'eau. Elle appelle les collectivités locales pour l'aider à financer ces envois vers ces pays d'Afrique australe. Dans le reste de l'actualité, financer la rénovation des monuments historiques de France et d'outre-mer. Voilà la mission du Loto et de la Fondation du patrimoine pilotée par Stéphane Bern et qui en est cette année à sa 2e édition. Dimanche dernier, les premiers bénéficiaires de cette loterie, soit 18 sites, ont été dévoilés dans la région de l'Aisne avec William Cromwell. Pour lancer cette seconde édition du Loto du patrimoine, le ministre de la Culture et le monsieur patrimoine de la présidence se sont rendus à l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry dans l'Aisne. Un hôpital fondé au XIVe siècle, transformé en musée en 2010. Conseil régional, conseil général, communes, bénévoles, tout le monde a participé d'une façon ou d'une autre à cette transformation. Au fond, il y a toujours la question du réemploi du patrimoine. Le patrimoine ne doit pas être restauré simplement parce que c'est joli et qu'il faut le mettre sous cloche, il faut le graver dans le marbre. Non, il faut peut-être lui donner un nouvel emploi. Parce que le patrimoine est d'autant mieux entretenu qu'il sert à quelque chose. Avec le financement du Loto du patrimoine, les promoteurs du musée veulent lui donner une dimension nationale. Un lieu dédié à l'histoire hospitalière de la France. Mais comme pour les sites des Outre-mer, tout ne se fera pas en un seul tirage. De manière générale, on va financer les tranches de travaux qui sont prêtes à démarrer.
donc les tranches les plus proches de nous. Et il peut y avoir quelques sites, mais c'est un peu exceptionnel. C'est le cas de 2 sites outre-mer en Guadeloupe et à Mayotte qu'on va accompagner sur plusieurs années, puisqu'on sait que ce sont des travaux très volumineux et qui ne pourront pas aller jusqu'au bout tout seuls. L'an dernier, le loto du patrimoine avait rapporté 25 millions d'euros à la Fondation. Pour ce second tirage, qui aura lieu le 14 juillet prochain, elle en attend au moins autant. Et pour aller plus loin dans ce sujet, nous recevons ce soir Alain Kamal-Martial. Bonsoir. Bonsoir, Génial. Alors, vous êtes chercheur en littérature postcoloniale et en histoire de Mayotte. Alors, cette histoire de loto du patrimoine, vous trouvez au fond que c'est une très très bonne idée, mais il y a quelque chose qui vous gêne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, déjà, il y a un silence énorme sur le patrimoine de Mayotte. On en parle très peu parce que la démarche de travail autour de patrimoine n'est pas déployée ici. Et on a entendu l'année dernière que le site de Soulou recueillait une aide de 100 000, puis ont été ajoutés 500 000, donc 600 000 pour une rénovation. Ce qui est dérangeant un peu, c'est que les sites patrimoniaux de Mayotte sont multiples et que la proposition que Mayotte peut faire dans le cadre de loto du patrimoine peut être très vaste. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on fait un minimum. On, c'est qui on ? C'est qu'il faut savoir que dans ce projet, l'interlocuteur ici de l'État, c'est la DAC, la Direction des Affaires culturelles du ministère de la Culture, on va dire. Mais il faut savoir aussi que les collectivités locales, telles que les communes, disposent de sites qui sont situés dans leur territoire de gouvernance. Et également, notre département dispose aussi d'une direction responsabilités. Voilà. Donc, je crois que si on compare Mayotte aux autres départements des Outre-mer, il faut considérer que, par exemple, la Réunion est peuplée à partir de fin 16e, début 17e siècle. Mayotte est peuplée, aujourd'hui on a certitude, depuis le premier millénaire. Donc, notre patrimoine couvre au moins 16 siècles. Donc, il est vaste, divers, et un travail qui nécessite la contribution de tout le monde, et surtout l'implication des chercheurs de Mayotte, l'encouragement des étudiants en histoire et des historiens de Mayotte pour un travail fédéré, mutualisé, qui donne sa valeur à ces 16 siècles d'histoire avérée. Mais moi, je pense aujourd'hui, avec l'Université de Dar es Salaam, qu'il s'agit d'au moins 2000 ans d'histoire. Mais à votre avis, qu'est-ce qui bloque ? Parce que là, à l'instant, vous avez évoqué la DAC, le conseil départemental, les autres collectivités, les communes. Et comment ça se fait que ce travail n'arrive pas justement à être fait, que tout le monde soit fédéré autour de ces sites patrimoniaux, puisqu'on en a à Mayotte, et qui sont laissés à l'abandon d'ailleurs. Tout à fait, parce que vous savez quand même, il y a la mosquée de Polé qui est quelque chose de formidable. Il y a d'autres remparts à Dzaoudi, mais même le site de Dzaoudi, c'est formidable pour l'histoire. Nous n'avons pas l'implication des chercheurs de Mayotte, nous n'avons pas l'implication de chercheurs qui ne sont peut-être pas de Mayotte, mais qui peuvent s'intéresser à Mayotte. Il faut un travail de financement de la recherche, il faut un travail de mise en avant des initiatives qui permettent de mieux connaître ce patrimoine. Et il faut aussi que les institutions se concentrent sur les besoins réels de notre département, de notre territoire en matière de recherche et de valorisation de nos sites patrimoniaux. Alors tout à l'heure, on a entendu dans le sujet Stéphane Bern qui disait qu'il fallait donner peut-être un nouvel emploi au patrimoine pour qu'il soit mieux préservé, mieux entretenu. Je suppose que vous partagez la même vision. C'est une idée formidable parce qu'un patrimoine doit être vivant. Un patrimoine, c'est la mémoire, c'est ce qu'on appelle un présent permanent. Pourquoi on l'entretient ? C'est tout simplement parce qu'il rappelle constamment l'histoire. Et l'histoire de Mayotte, il ne faut pas la minimiser, parce que comme je vous dis, nous avons connu le temps des Béja, des Fani, avant les temps des sultans chiraziens, et puis après le temps des sultans Saklaves, après le temps de la colonisation. C'est extraordinaire comme histoire, mais je crois que les institutions la minimisent ou la comparent avec d'autres histoires pour la laisser un peu dans un traitement
pas suffisamment nourrie pour la valoriser. Il faut soutenir les historiens, il faut que les Mahorais fassent des études d'histoire, il faut que ceux qui sont sur le terrain, qui font de la recherche, soient aussi soutenus. Tout à l'heure, on a parlé du site de Les Vestiges, en tout cas de l'usine sucrière de Soulou, retenu, on le disait, l'année dernière, pour le loto du patrimoine. Justement, ce site-là, il pourrait avoir quelle nouvelle utilité aujourd'hui pour qu'il soit entretenu, préservé, selon vous? Pas celui-là ou un autre site, d'ailleurs. Il y a beaucoup de sites de ce type-là, Mirireni, il y a Rajangwa, etc. Ces bâtiments peuvent être restaurés et c'est du métal qui est dedans. Ce métal peut servir à, par exemple, des animations culturelles qui les protègent quand même, qui permettent constamment de revenir. Ça peut servir même parfois à faire de l'événementiel. Ce n'est pas des lieux qu'on peut habiter, mais c'est des lieux qui peuvent permettre justement de valoriser, en publiant aussi des brochures, de valoriser le patrimoine et de jouer un rôle touristique aussi. Qu'on peut donc réinventer quelque part. Bien sûr. Et pour ça, pour le faire, je finis avec ça, il faut investir des efforts au niveau de la recherche à Mayotte et au niveau des chercheurs. On espère que les concernés vous entendront là-dessus. Merci beaucoup Alain Kamel Martial d'être venu sur ce plateau, vous exprimer sur la question. Toujours passionnément d'ailleurs. Direction l'aéroport de Paris-Orly maintenant, qui change de terminologie. Une étape importante pour le personnel, mais aussi pour les voyageurs. Voyez pourquoi dans ce reportage signé Jean-Michel Mazerolle, Mourad Boretima. Au revoir Orly Sud et Orly Ouest, désormais bienvenue à Orly 1, Orly 2, Orly 3 et Orly 4. Le deuxième aéroport de France se modernise et ses terminaux changent de nom. Plus exactement, du fait de l'ouverture en avril prochain du bâtiment de jonction qui reliera les deux aérogares historiques, Orly devient désormais un seul terminal divisé en 4 parties, baptisées 1, 2, 3 et 4. C'est un terminal unique qui va offrir, en termes de qualité, en termes d'expérience client, ce qui se fait de mieux à l'international, aussi bien sur le parcours du client, sur tous les process d'automatisation, des accès en salle d'embarquement, d'enregistrement, d'embarquement. C'est aussi des espaces, des services que les passagers attendent et sont en droit d'attendre aujourd'hui. Scène étonnante en cette nuit désormais historique du 18 au 19 mars 2019. À peine les derniers passagers du dernier vol du soir enregistrés, quelques 200 personnels d'Aéroports de Paris et de ses prestataires se sont lancés à l'assaut des centaines de panneaux pour changer la signalétique, brisant le calme de cet aéroport habituellement fermé la nuit et où aucun avion ne circule entre 23h et 6h du matin. C'est tout à fait original, c'est un gros projet qui est peu commun. Parce qu'un changement de nom dans un aéroport, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc c'est un gros projet, effectivement. La plupart des vols de et à destination des Outre-mer, historiquement opérés au terminal sud, se feront désormais depuis les secteurs 3 et 4. Les nouvelles infrastructures permettront de traiter les bagages plus rapidement. Quant aux passagers, ils devraient entrer et sortir beaucoup plus vite de la zone internationale grâce à la mise en place de systèmes de contrôles automatiques. Pour autant, toujours pas de terminal dédié pour les passagers ultramarins ou se rendant outre-mer, histoire de faciliter les formalités de contrôle, du moins tant que le gouvernement n'en a pas décidé autrement. Le bâtiment de jonction et le terminal unique, il permet tout. Donc en fait, on est sur une infrastructure qui est souple, qui est adaptable et qui pourra répondre le cas échéant aux évolutions réglementaires. Ce changement de nom marque une étape importante et symbolique dans ce chantier de modernisation de 900 millions d'euros qui a débuté en 2012 et qui devrait s'achever en 2023 avec l'ouverture d'une station de métro qui reliera directement l'aéroport d'Orly avec le centre de Paris, quand la capitale se rapproche un peu plus des Outre-mer. Un retour à Mayotte, on termine ce journal avec la 25e édition du Festival d'images sous-marines. Festival incontournable et qui a ses adeptes à Mayotte. Une centaine d'écoliers déjà chaque année. Pour l'édition 2019, il ne reste que quelques jours aux photographes pour présenter leurs clichés au jury. René Lataste, Géraldine. Les années s'écoulent, mais sa motivation reste intacte. Le père du festival garde le même enthousiasme. Cet ancien prof de sport suit 2 fils conducteurs. Dans la continuité, dans le sens où nos objectifs sont toujours les mêmes, c'est la sensibilisation à la beauté de la mer, sa richesse et surtout à sa préservation. Le festival, c'est le rendez-vous des amoureux du lagon et de ses fonds sous-marins.
D'année en année, les photographes rivalisent de sensibilité pour proposer la plus belle photo, le plus beau film. Question de matériel associé au talent. L'invité vedette cette année pour cette 25e édition est René Euzé, un grand nom de la réalisation qui a travaillé sur le film Océan. Cette année encore, un concours est ouvert, en particulier pour les photographes. Date limite pour le dépôt des dossiers, le jeudi 4 avril. C'est très bientôt. Une mission de sensibilisation et d'éducation que Jacques Passe poursuit depuis 25 ans. Sans fausse modestie, oui. Je l'espère beaucoup en tout cas, au niveau de la prise de conscience, surtout des jeunes, puisque c'est quand même notre objectif principal. On fait un gros travail de sensibilisation auprès des écoles, des scolaires, et je pense que maintenant on assiste à des initiatives, soit d'associations, soit au niveau des établissements scolaires, autour d'un PAE, un projet d'action éducative. Il se monte un projet, on aboutit à un film, et le film, évidemment, a pour objectif de la sensibilisation justement à la fragilité du milieu naturel. Oui. Reste donc à être patient pour découvrir en fin de festival les joyaux de ce cru 2019. Très belles images sous-marines qui nous rappellent qu'il faut donc protéger notre lagon. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle le statu quo du côté de la SMAE SOGEA. Pas d'avancée au niveau des discussions avec la direction, notamment sur les salaires. Les grévistes menacent ici de durcir leur mouvement. Pas plus d'avancée non plus. On rappelle qu'ici le mouvement avait débuté suite à l'agression d'un chauffeur de bus la semaine dernière. Papino Zaidani pour le journal en Moiré dans un instant. Passez une excellente soirée et à demain.